Blanche Maison crédible ou pas, ça? Je crois que c'est crédible et que ça arrivera d'ailleurs un jour, mais pas maintenant. Et je crois que la vraie raison pour laquelle Poutine finalement a dit je ne vais pas au sommet du G20, c'est qu'il n'a pas obtenu sa rencontre bilatérale avec Joe Biden. Il voulait une rencontre bilatérale avec Joe Biden. Il en avait eu une en effet à Genève, vous l'avez cité tout à l'heure. Il en voulait une autre parce que effectivement pour lui, il faut négocier avec l'Amérique. Et l'affaire ukrainienne se résoudra dans une négociation avec les États-Unis d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'habillage. Donc il n'a pas obtenu ce rendez-vous et du coup, il utilise en effet un certain nombre d'autres arguments. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à la maison, donc bien sûr, il y a les moustiques à Bali et il a horreur des problèmes, le chikungunya et autres moustiques. Mais attendez, plus généralement, dangereux. Généralement, ça aurait été un pestiféré. Alors, il risquait en effet de lui arriver ce qui lui est arrivé dans un G20 après l'annexion de la Crimée, où il buvait son café à l'entracte tout seul, dans un coin, à une table, parce que personne ne voulait être sur la photo avec lui. Et puis, il a eu un mauvais souvenir aussi du sommet de Samarcande, de l'Organisation de coopération de Shanghai, où il a été obligé de dire en conférence de presse j'ai très bien compris les préoccupations du Chinois, parce que le Chinois lui avait passé un savon du type, en public naturellement, mais du type cette guerre, ça suffit. Tu es en train de mettre toute l'économie mondiale par terre. Il n'y avait pas que ça, le président de l'Ouzbékistan, qui alors disait, les on autres... n'est pas vos esclaves, ça suffit maintenant la mainmise de la Russie. Et même des alliés proches se sont mis à le critiquer en disant vous n'avez pas une parole plus forte que les autres, il faut écouter les autres, etc. Donc c'était un petit peu limite. Alors pour toutes ces raisons, je pense qu'en effet, il a trouvé plus sage de ne pas y aller. Et puis le roi est nu, il ne peut plus sortir de chez lui. Fondamentalement, je crois qu'il pense que le temps de la négociation n'est pas venu et que le fait que Biden n'ait pas voulu à deux bilatérales l'a conforté dans cette voie, il pense que c'est trop tôt et qu'en effet, il aurait subi humiliation sur humiliation, obligé sans doute de sortir de la salle à certains moments pour ne pas entendre certaines interventions, y compris l'intervention en Skype du président ukrainien. Ce que va faire Lavrov, qui est habitué à sortir des salles. La voix de son maître. Et par conséquent, ministre des Affaires étrangères russe. Ouais. Rachel. Non, mais effectivement, moi, je partage effectivement les propos, évidemment, de Monsieur Lecomte, qui va à la chasse perd sa place, en fait. C'est un peu ça. Et puis, je suis heureuse que vous ayez pu souligner quand même la question du droit international et de cette Cour pénale internationale. Parce vous pensez qu'il pourrait être arrêté? Mais évidemment. C'est-à-dire que là, on a... Enfin, c'est-à-dire que ça s'est déjà vu dans l'histoire, et notamment avec la TPI, donc le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il y a eu des choses qui ont été provoquées juridiquement assez rapidement. Donc c'est possible. En tout cas, lui, il peut le craindre. Il peut le craindre. Mais vous croyez une seconde que Poutine aurait pu être arrêté au G20 Et pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est le droit international. Compliqué, Évidemment, d'un point de vue géopolitique, c'est compliqué parce qu'il faut toujours négocier. Mais dans le même mouvement, on a quand même, et on ne cesse de parler des crimes de guerre et potentiellement des crimes contre l'humanité. Donc soit on fait des qualifications juridiques, mais si elles ne sont pas poursuivies des faits, ça ne sert à rien. Et on a toutes les populations ukrainiennes qui s'en plaignent quand même de manière assez forte. Mais je crois que le premier aspect, c'est son ego, et il n'a pas envie de se retrouver humilié face aux dirigeants internationaux. Général, c'est parce qu'il avait peur d'être arrêté qu'il n'est pas allé qu'il a décidé de ne pas y aller. Je ne pense pas. Le cas de l'ex-Yougoslavie n'est pas transposable. Il court pas l'ex-Yougoslavie ne court pas dans le même couloir que Poutine, qui la Russie quand même une puissance mondiale. Mais moi, je crois qu'il n'est pas allé parce qu'il sait que le temps de la négociation n'est pas encore venu, et surtout qu'actuellement, il est en position de faiblesse. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une négociation qui se développe en ce moment. Alors, écoutez ce qu'en pense Galia Ackerman. Elle vient de copublier le livre noir de Poutine. Et elle dit, attention, ça peut être pire qu'avant parce que les faucons guettent derrière. Oui. J'ai l'impression qu'à Moscou, on commence déjà dans les cercles dirigeants à préparer l'après-Poutine. Je vois qu'il y a quand même des changements importants et que parmi les faucons, il y a ceux qui maintenant deviennent très publics, en quelque sorte montent en grade,
parce que ce sont peut-être les futurs prétendants au pouvoir. Je ne vois rien de tel du côté des forces modérées. Intéressant ce qu'elle dit là. Ah oui, je partage tout à fait ce qu'elle dit. Il y a plusieurs clans. C'est pas forcément les forces démocrates qui seront gagnantes. Les forces démocrates en Russie, il faut bien chercher. Les démocrates comme le fameux Navalny, ce fameux opposant qui est présenté comme quasiment un héros en Occident, qui est en prison, puisqu'il s'est opposé au président russe. Il a dit il y a quelques mois que s'il accédait au pouvoir, eh bien, il n'avait pas l'intention de changer de politique étrangère et que la Crimée, selon lui, devait rester russe. Donc ce sont des démocrates, mais enfin à la sauce russe. Mais il y a effectivement plusieurs clans. Il y a celui du FSB, il y a celui de l'armée, et puis il y a un certain nombre de personnalités qui ont des appuis importants. Kadyrov, parce qu'il préside une des républiques de la Fédération de Russie, et puis le fameux Prigojine, parce qu'il a ses propres moyens militaires, financiers, et puis il est très lié aussi au renseignement militaire russe. Donc cette guerre, évidemment, pour prendre le pouvoir, elle existe, et comme le dit l'ambassadeur, à un moment donné, il est vraisemblable qu'un coup d'État sous une forme ou sous une autre se déclenche. Et ça se jouera entre le KGB et l'armée. Le FSB. Le FSB, pardon. Oui, mais enfin, c'est le FSB et l'armée. Ça se jouera entre les deux. Et l'armée russe est humiliée, là, quand même. Justement, donc, il doit y avoir trois chefs. Justement, elle ne veut pas porter le chapeau. Hein. Justement, pas plus que le FSB. Et donc, ça se jouera entre eux. Mais la différence avec Poutine, c'est que les interlocuteurs qu'on aura à ce moment-là, ce sont des gens plus rationnels dans l'esprit de décision que Poutine. Donc, avec des gens rationnels, on peut arriver à des discussions rationnelles.